Et bonsoir à tous, les Et jours. bonsoir à tous. Voilà. Alors, ce soir, nous sommes en compagnie de David Kruger. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Qui, J'espère déjà, que je vous voulais m'entendez bien. remercier pour avoir accepté l'invitation. Bah oui, non, merci à toi pour cette invitation. C'est vachement sympa parce que j'ai des potes qui essaient de se connecter en même temps. Excusez-moi, deux Il secondes. n'y a pas de souci. Pas encore, tu vois. Un mec qui clique sur des tuyaux. Regardez, gamepad, nanana, nanana. Ah oui, non, non, ouais, d'accord. C'est débrouille. Ok. Bon, je suis en plein direct là, les copains. Donc vous vous débrouillez et puis vous vous débrouillez. Hein, à tout de suite. Voilà, pardon. Désolé. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, il y a du monde ou pas d'ailleurs? Oui, il y a un peu de monde. Déjà, on a Papa Il y a un peu de monde déjà, Subway qui est super. arrivé, Freya, Car, Ok, Johan, génial. qui dit salut Bon, moi David. je ne vous vois pas, je me vois moi, mais donc je ne sais pas C'est si déjà vous me pas voyez, mal. mais c'est déjà pas mal. Mais je t'ai aperçu tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu sur le site, sur comment ça s'appelle, Twitch, c'est Sur ça? Twitch. Et ouais, et je t'ai vu avec ta grande barbe et tout ça, c'est bien toi? C'est bien moi. C'est bien toi, d'accord. C'est bien moi. Alors, les gens, est-ce qu'on entend bien David ou pas? C'est Est-ce que vous m'entendez important. bien? Alors, est-ce que je vois un petit peu comment je peux voir la réaction des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? Ouais, si tu vas sur la chaîne, sur le lien de Twitch que je vous ai donné tout à l'heure, Ah, euh, pardon, d'accord. il y a le Ok, chat à droite et alors attends. tu verras. Le chat à droite. Et, Ouais, 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 et on ouais, voit ouais, les gens ouais. parler. D'accord, d'accord, ok. Voilà. Non, ça doit pas être le bon. Attends, où est-ce qu'il faut que j'aille? Parce que là, j'ai un chat de 22h43, donc ça doit pas être la bonne chose. Comment je fais ça? Je ne sais pas. Je sais pas, il n'y a pas écrit de live, il n'y a pas écrit. Je suis sur la page Twitch, là. Je ne sais pas. Alors attends, je vais regarder en même temps parce que j'ai pas l'habitude de. Enfin, j'ai l'habitude de Twitch, mais Live. quand on est sur Ouais, Twitch, qu'on va sur ma chaîne. donc je ne sais pas. Ah, live, ok, c'est bon. Voilà, Voilà, j'y c'est bon. suis. Tac, tac, Et tac. en haut à droite, il y a Oui, une ça y est. flèche. Voilà, on peut voir le chat comme ça. Voilà, effectivement. Et je me vois et tout va bien. Ah oui, d'accord. Eh ben, je te vois toi aussi, dis donc. Voilà. C'est extraordinaire. Alors attends, j'aimerais bien fermer cette petite live maintenant. Oui, très bien. Voilà. Ah, ça y est, j'y suis. Génial, super. David, cliquez sur le lien que j'ai envoyé à Johan. D'accord. Léa Cosplay. Oh, il y a Léa qui est là. Oui, elle s'est Bonsoir connectée Léa. tout à l'heure. Donc voilà. Ah oui, il y a effectivement pas mal de délais en fait. Ouais, il y a du délai, ouais. Mais bon, Il y a un gros délai. après, c'est une J'ai peut-être question. coupé le son en fait. Ouais, parce que le Voilà. son, ouais, ça risque de vous déranger. Ouais, d'accord, super. Bon, ok, Montez génial. un chouïa. Alors attends. Est-ce que vous l'entendez mieux là? De... Euh, Ah, je, monter je un par- chouïa. ouais, je Parce que... parlais au chat. Ouais, on vous entend du mal apparemment. D'accord, pardon. Monter un chouïa comme dit Pop. Bravo. 1528. Ah, il s'appelle Super. Papa Subway, c'est pour ça. C'est son pseudo. D'accord. Donc, nous sommes avec David Kruger, qui Ouais, est c'est moi. comédien, chanteur, si je ne m'abuse, Ouais, 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 pho- j'ai fait ça à un moment donné, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. photographe Ça m'arrive aussi. encore de temps en temps, mais oui, photographe, ouais. J'ai de la photo, Ok. tout à fait. Plutôt spécialisé dans le doublage, donc, avec des. Oui, en tant que comédien, effectivement, Mm, oui, je fais essentiellement du doublage, oui, c'est vrai. Oui, je suis essentiellement en studio, ouais. Parce que tout vous à avez, fait. vous avez fait du live aussi, mais c'est J'ai plus j'ai sur le joué de temps doublage en qu'on vous temps, entend. oui, Ouais. sur scène, j'ai participé à des comédies musicales, j'ai tourné un petit peu aussi, mais essentiellement, ce qui me caractérise, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui est en studio, en enregistrement de voix. Voilà. Très bien. Donc, Dwayne Johnson, Chris Alors, Pratt. Dwayne Johnson, oui. Alors, oui, Chris Pratt, ouais, depuis Les Gardiens, le premier film des Gardiens de la Galaxie.
Voilà. Euh, et Dwayne Johnson depuis le Fast and Furious 5, je crois. Oui, parce qu'à l'origine, il était doublé par, j'ai mangé son nom. Alors, il a été doublé Celui qui par pas fait, mal. parce que j'ai vu qu'il faisait, Guillaume Orsat, c'est ça? Qui le faisait aussi. Alors, c'est la précision que je donne à chaque fois. Il a été doublé par 4 comédiens, globalement. Il y a Bruno Duvernac qui l'a doublé une fois. Il y a Gilles Morvan qui l'a doublé aussi. Et sinon, Guillaume, c'est celui qui, avec moi, le fait de manière la plus récurrente. Parce qu'en fait, Guillaume fait tous les films de la Warner. C'est-à-dire que dès Mm. qu'il y a Dwayne Johnson pour un film de la Warner, spécifiquement de la Warner, c'est Guillaume qui double Dwayne Johnson. Par exemple, sur Rampage, Oui, alors même que j'avais déjà commencé moi à doubler Johnson depuis quelques années et sur au moins 7-8 films. Euh, Rampage qui est sorti donc il y a quelques temps, un an ou deux maintenant je crois, ou trois, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. C'est Guillaume qui, voilà. Donc en fait, la Warner est fidèle à Guillaume, mm. et c'est rare la fidélité dans ce métier, Ouais, donc bah c'est ouais, une bonne chose en fait. Tous les films Warner avec Dwayne Johnson est doublé par Guillaume Orsat. Voilà. d'accord. Et a priori, tout le reste, depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans maintenant, 9 ans, depuis Fast and Furious 5, donc j'arrive pas à quantifier, mais c'est a priori moi qui le double. Voilà, en gros. Et est-ce du fait qu'ils ont fait appel à vous parce que, comment dire, ils doublaient aussi Vin Diesel et que ça aurait pas pu le faire pour le film? Non, je crois pas. En fait, pour la petite histoire, je vais essayer d'être rapide parce que c'est une histoire que je raconte à chaque fois. Un jour, il y a un directeur artistique qui m'appelle et qui me dit viens faire un film annonce. Voilà, donc je viens faire le film annonce et puis il me montre le film une fois. Donc ça durait 3-4 minutes. Et mais il me dit pas quel personnage je vais doubler. Et donc, voilà, moi, de tout ce que j'ai fait depuis 34 ans maintenant, je me dis, bon, allez, voilà, ça va être encore un voyou, un méchant, le méchant du film, etc. Et je cherche. Et puis, je me dis, non, ce méchant-là, il est doublé par quelqu'un d'autre. Ce mec-là, il est beaucoup trop costaud. Il fait 3 m 12 et 175 kilos. C'est pas pour moi. Et puis là, ce mec-là, il est trop léger. Là, c'est pas moi. Là. Bref. Et il m'a passé le film annonce 2 fois, 3 fois, je sais plus. Et au bout de la troisième fois, j'arrivais toujours pas à savoir qui j'allais doubler. Et il m'a dit, bah, tu vas doubler le grand costaud, là. Je fais, bah, arrête tes conneries. Tu m'as vu, je suis épais comme un sandwich SNCF, enfin, je vais jamais le remplir, enfin, c'est pas possible. Et il me dit, on va faire un essai, puis voilà. Et donc, j'ai enregistré le film annonce de Fast and Furious 5, et puis, très étrangement, c'est passé. Et s'en sont suivis le Fast and Furious 6, 7, 8, et puis il y a eu No Pain, No Gain, et puis il y a eu plein d'autres choses. Et ça fonctionne. Donc j'ai été le premier étonné, hein, pour être très honnête. Mm. Ça fonctionne. Donc chouette, parce que j'adore ce comédien en fait. C'est un mec qui a énormément de talent. Moi, j'aime Et bien aussi. Mm. voilà, Très bien. Et voilà, en gros justement, vous, l'histoire. vous parlez, vous parlez du gabarit. Est-ce qu'il faut avoir, comment dire, est-ce qu'il faut être pas proche physiquement, mais euh, comment dire, je sais. Non, 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 c'est pas nécessaire d'être proche physiquement. Non, non, mais Mm. je crois comprendre ta question. Faut pas être proche physiquement. Le principal, puisqu'on fait de la voix, c'est d'être proche vocalement. Vocalement. Alors, c'est non seulement d'être proche vocalement, mais d'être proche énergétiquement. D'accord. C'est-à-dire que il y a certains comédiens qui ont une façon voilà, de s'exprimer qui est euh, une lenteur, une espèce de classicisme aussi quelquefois, et qui ont un vocabulaire et qui énergétiquement ne rentrent pas dans certains comédiens et rentrent mieux dans d'autres. Donc voilà, donc énergétiquement et vocalement, il se trouve que ça match pas mal avec Johnson, dont j'en suis très heureux. Voilà. Mais celui avec lequel je me sens le plus proche, en fait, énergétiquement, et au niveau de l'humour, et au niveau de la gouaille, c'est Chris Pratt. D'accord. Je me sens très proche de Chris Pratt. Énergétiquement, vraiment, c'est quelqu'un c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et c'est un vrai bonheur
des Chris Pratt parce que j'ai envie de dire, c'est presque pas compliqué en fait pour moi. C'est tout bête à dire parce que ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça ne l'est vraiment pas. Il est tellement proche de moi d'une certaine manière que j'ai moins d'efforts et moins de travail à fournir pour Chris Pratt, quoi. Je lui colle. Enfin, voilà, moi, je me sens très bien avec Chris Pratt, vraiment. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai que si c'est plus proche, ouais. Donc Chris Pratt, Dwayne Johnson, on a Oui. Michael Shannon dans, On a Michael Shannon dans dans plusieurs certains films. films. Ouais, Comment? dans plusieurs films, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah oui, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Dans plusieurs films, effectivement, il y a un film sur lequel j'ai vraiment regretté de ne pas le doubler, c'est quand il a fait le, le méchant dans Superman. Ouais, Je me souviens plus du nom du film exact. Man of Steel. Euh, Comment? Man of Steel. Man of Steel, c'est ça. Avec la sublime musique de Zimmer. Mm. Sublime musique de Zimmer. Quel talent ce mec-là aussi. Bref, j'avais passé un essai et je l'avais déjà doublé 3-4 fois déjà, dont la série sur la mafia et comment ça s'appelait, Oui, Boardwalk Empire. Boardwalk Empire, voilà. Et c'est là-dessus en fait que j'ai été, que la première fois que j'ai doublé Michael Shannon. Et quand il s'est agi de passer l'essai sur Man of Steel, vraiment, j'étais, et ça m'arrive rarement parce que je suis toujours insatisfait de ce que je fais, j'ai toujours envie de faire mieux et je suis très perfectionniste de ce point de vue-là. Et pour le coup, quand j'ai passé l'essai sur Man of Steel, je trouvais vraiment que sur la scène d'essai qu'on nous avait fait faire, j'étais vraiment au cordeau, quoi. Je me rapprochais de lui, j'étais vraiment au plus proche de ce qu'il est. Et très sincèrement, je suis sorti de l'essai en me disant, bon allez, c'est bon, je vais le faire, et j'ai trop envie de le faire, et puis c'est un Superman, c'est un, voilà. Et puis j'ai pas été pris. Donc ça a été une petite déception, en fait, je l'avoue, de ne pas avoir été retenu. C'est un camarade à moi qui l'a fait, il a été très bien dessus, voilà, il était parfait. Mais c'est vrai, j'ai eu une petite pointe au cœur, en fait. Je me suis dit, zut, j'aurais bien fait Michael Shannon sur Man of Steel, ça c'est sûr. Voilà, c'est une petite déception. Ok. Donc on a aussi Ed Helms dans Very Bad Trip. Alors oui, ça Toute c'était la génial. saga. Absolument. Ouais, alors les 3 Very Bad Trip, et puis je l'ai refait sur 3 ou 4 autres films. Ouais. Alors Ed Helms, ça a été une rencontre incroyable aussi. Donc ça remonte à quoi? Ça remonte à 9 ou 10 ans, ça maintenant déjà. Hein, c'est long. Hein, c'est oui, loin, c'était 2009, je crois. C'était quoi? Premier Very Bad Trip, on doit pas être loin de 2009-2010, par là, je crois. Ouais, c'est ça, enfin bref. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, pour l'anecdote, la directrice artistique, Marie-Laure Beneston, pour ne pas la nommer, et qui a appelé toute une équipe de joyeux lurons, dont je faisais partie, et on a dû enregistrer ça, genre au mois d'avril de l'année où c'est sorti. Et on arrive sur le plateau d'enregistrement, et elle nous fait, bon alors, Alexis Victor, tu vas faire ce mec-là, mais tu l'as déjà fait. David, tu vas faire ce type-là. Toi, tu vas faire ce type-là. Sébastien, tu vas faire ce type-là. Bref, elle nous distribue sur ce film, sans essai, sans rien, en nous disant, vous allez faire tel personnage. Et puis on commence à faire le film, et on se prend des barres de rire, mais à se pisser dessus, vraiment. Et on s'amuse, et elle nous vend ce film, comment dire, pas en nous disant ça va faire le carton du siècle ou de non, voilà, c'est un petit film d'été. Enfin, il n'y avait aucun enjeu en fait particulier dans la façon dont on a abordé le film et dont on a travaillé dessus, à tel point qu'on s'est tellement amusé qu'on a relativement souvent changé le texte, qu'on a mis nos mots à nous, qu'on rajoutait des blagues, on changeait voilà, on s'est vraiment fendu la gueule. Et puis ça sort. Et là, carton interplanétaire, un truc de malade. C'est, je crois, la comédie qui a, je crois, le plus rapporté
de toute l'histoire du cinéma. C'est le succès mondial. Et c'est un truc de dingue, un truc de dingue. Et on a fait le 2 et le 3, et voilà. Et j'aime beaucoup Ed Helms parce qu'il a un grain de folie, il permet de monter dans les aigus quelquefois, et puis d'autres fois il est un peu sérieux, un peu timide, il est dans les graves et tout. C'est un vrai bonheur de travailler avec cet acteur-là. Vraiment, c'est très agréable. Vraiment. Puis il est drôle en plus, moi j'adore ça. Oui, J'adore ce mec. c'est vrai. Donc voilà. Bon. Donc, vous avez fait. Enfin, vous faites toujours d'ailleurs, parce que maintenant il est dans une série qui s'appelle SWAT, mais avant il était dans Esprit criminel. Oui, chez Marmour. Chez Marmour. Et Ouais. vous l'avez dans Esprit criminel, vous l'avez fait pendant 12 ans, quand 12 même. ans. Ouais, 12 ans. Ouais. Ah, j'ai été un peu triste quand ça s'est arrêté parce que c'était d'abord sympa à faire et puis suivre une série sur autant de temps c'était vachement agréable et puis faut pas être bégueule, c'est un travail donc comme tout travail ça rapporte de l'argent donc c'était agréable de pouvoir gagner sa vie et gagner de l'argent en faisant son métier avec un rôle sympa dans une série incroyable et donc ça a été un petit pareil je me suis dit merde il quitte la série waouh et puis 2-3 ans après il est annoncé par Sony pour une série dont il est le rôle principal, qu'il a coproduit, je crois d'ailleurs, Il me semble. en partie, et je me suis dit, bah voilà, et je l'ai retrouvé sur SWAT, donc ça c'était vachement intéressant aussi. Ok. Donc Voilà. justement, en parlant de chez Marmour, Je t'arrête, est-ce qu'il y a des questions parce que les questions, non, il n'y en a pas. Il y a eu une précision. Il n'y en a Véritable pas. Trip, 24 juin 2009. Merci. 24 juin 2009, putain, déjà, c'est 12 ce qui me ans. semblait. Ah si, on a une question de Damon. J'aurais une question. Oui, Quand c'est vous ça. doublez les textes sont écrits en français ou il les laisse en anglais pour être plus proche du texte? Ah non, bah non, s'il est laissé en anglais, les textes, on pourrait pas les... Non. Non. Les textes sont écrits, sont traduits et adaptés en français. Donc c'est un premier travail. Et puis ils sont écrits et adaptés pour être le plus synchrone possible avec le lip-sync étranger, notamment anglais le plus fréquemment. Mais non, il y a un gros boulot qui est fait en amont par des auteurs, adaptateurs, traducteurs, traducteurs, adaptateurs, qui vont faire en sorte que le texte non seulement soit cohérent par rapport à l'histoire, bien évidemment, que ça puisse se répondre, et puis entre les personnages, et puis que ce soit synchrone. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre un O sur un A ou un truc comme ça. Donc il faut vraiment que voilà, il y a des P, il y a des M, et tout ça demande un travail bien particulier qui est très compliqué et vraiment c'est un boulot énorme. Et on remercie tous les jours les auteurs de faire le travail qu'ils font parce que voilà. Et nous on a le texte qui défile et qui est synchronisé donc avec l'image. Et on a le texte qui défile sur ce qu'on appelle une bande rythmo avec nos personnages. Donc on a le nom de notre personnage et puis s'ensuit la phrase et puis un autre personnage qui vient après. Donc on a plusieurs lignes comme ça voilà, et on dit le texte au moment où ça passe sur une barre. Voilà, quand le texte passe au niveau de la barre, on dit le texte et on interprète et on essaye d'être synchrone. Et pareil pour les respirations, ça a l'air de rien, mais une respiration, si c'est pas une respiration par le nez, c'est pas pareil que. Donc il faut aussi être très attentif à l'image parce que si jamais dans la phrase le personnage fait blablabla bla, 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 et blablabla bla, 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 si nous on fait blablabla bla, bla, eh ben on a tout faux, faut recommencer. Parce qu'on a mal à respirer. Donc ça demande un travail de précision. Alors évidemment, on est pour la plupart habitués à cette technique. Donc on est très attentif à ce qui se passe en anglais quand on écoute la scène une fois ou deux, si elle est un peu compliquée, et quand on lit le texte en même temps. Et puis on a, et c'est très important aussi, on a un directeur artistique qui lui ou elle peut avoir quelquefois, quand il s'agit de long métrage, déjà vu le film, donc sait de quoi il s'agit, connaît les scènes, connaît l'action, connaît tout ça. Et puis, si jamais on est dans une scène d'action, on doit crier, par exemple. Si on crie trop fort ou pas assez fort, le directeur artistique est là pour nous dire « Je crois qu'il est plus comme ça, il a plus ça à l'intérieur de lui-même, et si tu pouvais ajouter un peu plus de tristesse dans son cri, mais en même temps te souvenir que sa femme l'a abandonné parce que son enfant est mort, machin. » Voilà, donc il y a le directeur artistique qui nous donne la situation à chaque scène et qui nous permet, en plus, si jamais nous, on n'a pas forcément bien
entendu l'anglais ou qu'on n'a pas tout compris de la scène, qui vraiment nous dirige. Et là, pour le coup, qui est hyper important. Voilà, donc en amont, il y a les traducteurs adaptateurs, et ensuite sur le plateau même d'enregistrement, il y a bien évidemment l'ingé son aussi, c'est un métier de fou, et très important. De toute façon, tous les pôles sont très importants. Et donc l'ingé son va prendre le son, et puis c'est pareil, lui avec tous ces petits boutons, il va faire en sorte que on puisse, sans péter les oreilles de tout le monde, chuchoter ou crier, donc il va faire tout son travail, et puis le directeur artistique, et puis les comédiens. Donc c'est vraiment l'osmose, une espèce de, c'est l'égrégore entre tous ces gens-là qui va permettre qu'il y ait un bon travail et que le résultat soit le meilleur possible, quoi. Voilà. Ok. Et il y a Freya qui demande justement, vous parliez de vous mettre en situation, sur des scènes d'action, parce que vous jouez pas à l'action. Enfin, alors non, on joue pas l'action, effectivement. On est. Différemment. Alors c'est un peu dur à... Ouais. Comment ? Différemment, vous le jouez différemment, quoi. Vous n'êtes pas en Bah, train de c'est-à-dire qu'on la courir, joue ça doit être plus compliqué d'imiter. De faire quelqu'un qui court sans courir, en fait, je pense. Oui, alors le truc c'est qu'on est, je peux pas le montrer là. Bon, imaginez que je suis debout Ouais. et on a devant nous une barre qui nous empêche d'avancer vers le micro qui est un petit peu devant nous, un petit peu en hauteur et quelquefois il est par en dessous. Voilà. Et donc cette barre nous empêche de trop avancer vers le micro, de trop nous rapprocher du micro. Et après on cède avec quelques petits mouvements. Donc si on doit courir, forcément, on a quelque chose qui... Voilà, donc on peut céder un petit peu de nos pieds, un petit peu de nos jambes, on peut céder de nos bras, et puis on a le travail de la voix, c'est une technique. C'est vraiment une technique très particulière. Donc, on sait que... voilà, on a la possibilité, quand on respire ou qu'on est essoufflé, je vais te dire un truc, c'est vachement important parce que... Voilà, donc on sait après gérer notre organe, notre souffle, nos poumons, notre corps, et on arrive à gérer le truc. Donc quand on voit une action, quand quelqu'un chuchote, on va se mettre à chuchoter, et puis voilà, quand quelqu'un crie, on va se mettre à crier. C'est pour ça que il y a un certain nombre de personnes avec qui j'ai pu discuter dans des conventions, ou même sur des interviews comme ça, qui me disent « Ah ouais, moi j'ai une super voix, etc. J'aimerais bien... » Alors, déjà, il faut savoir que, je le dis sincèrement, toutes les voix sont intéressantes. Parce que il faut des voix qui soient aiguës, des voix qui soient graves, des voix cassées, des voix pas cassées, des voix machin, etc. Donc, toutes les voix sont potentiellement intéressantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une technique qui est très compliquée, parce qu'il faut encore une fois qu'on regarde l'écran, qu'on regarde le texte, qu'on monte à l'image, qu'on regarde machin, qu'on sache respirer, qu'on sache jouer, etc. Il faut être comédien. C'est-à-dire que voilà, c'est un métier, c'est une technique particulière, c'est une des cordes à l'arc, une des multiples cordes à l'arc du métier de comédien. En tant que comédien, on peut faire du théâtre, du cinéma, de la télévision, on peut faire de la radio, on peut faire du doublage, on peut faire de la voice-over, du documentaire, on peut faire plein de choses, la publicité, etc. Mais ça demande quand même une capacité à interpréter, et très vite en plus, ce qui se joue ou ce qui doit être joué. Encore une fois, quand on écoute une scène, une bêtise, une scène d'amour où le personnage de l'homme et de la femme se disent tous les deux qu'ils s'aiment et ils chuchotent, etc. Évidemment, si on ne sait pas jouer et qu'on n'entend pas bien l'anglais et que le mec fait I love you baby, et tout à coup on fait je t'aime mon bébé. Oui. Tout à coup, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut reproduire. Il y a et c'est pareil quand on crie, quand on court, quelle que soit l'action. Donc il faut vraiment être comédien. Faut être comédien, faut être artiste, interprète. Il faut savoir interpréter. Et quelquefois dans les séries, ça va très très vite. Et dans les dessins animés, particulièrement vite. Dans les dessins animés pour la télévision, ça va très 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 vite. Vraiment. On lit quelquefois même pas la scène. On reste à l'image, on voit comment le personnage bouge, comment il vit, ce qu'il est en train de faire comme connerie, machin, et on suit le texte, et ça va très très vite. Donc il faut savoir interpréter tout de suite, et être à l'écoute tout de suite. Et quand on écoute une scène en anglais, pour un film, une série ou un téléfilm, on écoute la scène une fois, bon, si elle n'est pas trop compliquée, on ne la réécoute pas une deuxième fois, et puis on y va. C'est-à-dire que tout de suite, il faut avoir non seulement
lu le texte, en même temps qu'on entendait l'anglais, et savoir exactement quand la personne va parler plus fort, parler moins fort, respirer comme ça, respirer comme ci, nanana, etc., en jouant et en interprétant pour que ce soit crédible et que les gens, après, quand ils vont le voir en français, donc ça demande vraiment, ça nécessite vraiment d'être comédien. Et donc on me pose souvent la question, mais comédien, comment on fait, machin? Bah c'est pas difficile. La base, comme en musique, on apprend le classique déjà avant d'apprendre le rock ou le jazz, etc. On fait ses gammes. Et il faut prendre des cours d'art dramatique, des cours de théâtre, et il faut en prendre au moins pendant 2-3 ans et travailler sur des textes classiques, Racine, Corneille, Hugo, Shakespeare, Molière, enfin voilà, tous les textes classiques, et se confronter à la scène, apprendre à jouer avec quelqu'un, se confronter à un public, enfin c'est vraiment un métier, un vrai métier, hein. C'est voilà. Et une fois qu'on a cet acquis et qu'on a les capacités, pour ne pas dire le talent, mais ça c'est pas à moi de juger, on peut après aller voir les différentes catégories qu'offre le métier. Encore une fois, je le répète, cinéma, télévision, théâtre, voice-over, doublage, machin, etc. Et si on a suffisamment de capacités, on vous engage. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais d'abord, le métier, c'est comédien. C'est un vrai métier. Et voilà, c'est un chemin de vie et c'est presque un sacerdoce. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans lequel on s'engage. On peut pas faire comme ça en disant ouais, super, j'ai une belle voix, je parle pas trop mal, j'y vais. Non, c'est un vrai métier qui s'apprend. On peut avoir des capacités en soi et des dons en soi, mais tous les dons se travaillent. Tous les dons se travaillent. Absolument tous les dons se travaillent. J'ai rarement vu de gens qui sont vraiment très doués et qui sont de grands comédiens ou même de grands n'importe quoi, de grands photographes ou de grands auteurs sans avoir un minimum travaillé leur art, quoi, tu vois. Donc voilà. Pardon, je suis très bavard, faut m'arrêter, hein, non, parce mais que il n'y a pas de sinon souci. j'en ai pour la nuit. Hein. Ça, je peux. Salut, allez, bonne nuit, on reste là, allez chercher des pâtes et c'est bon. Du coup, il y a Damon, bon, je connais la réponse parce que j'ai interviewé pas mal de Alors, vos c'est quoi collègues. Damon? Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Et il demande qui est-ce Est-ce qui est que le plus David a facile. déjà doublé Freddy Krueger? Ah non. Non, vous avez doublé un personnage qui s'appelait Krueger, je crois. Si je Alors, me trompe alors pas, non, je l'ai vu. j'ai pas doublé Je un sais plus personnage si qui. c'était un dessin animé ou Alors, un jeu vidéo. Alors, j'ai peut-être doublé effectivement un personnage qui s'appelait Kruger. Non, ce qui était intéressant, j'ai tourné il y a très longtemps, c'est il y a 30 ans, oh, mon Dieu. J'ai tourné il y a 30 ans dans un commissaire Moulin qui s'appelle l'Ours Vert, et il y avait un médecin qui était un salopard, joué, si je me souviens bien, par un comédien qui s'appelle Daniel Gall, enfin qui s'appelait Daniel Gall, parce que Daniel est mort il y a quelques années. Et le personnage de Daniel dans l'épisode du commissaire Moulin, s'appelait Kruger. Voilà. Donc les rôles de méchants très souvent c'est Kruger. Et d'ailleurs dans le premier Highlander, le Korgan s'appelle Victor Kruger. Et quand il va à l'hôtel pour prendre une chambre, il est avec son etc. Il s'enregistre à l'hôtel en tant que Victor Kruger. Tous les méchants c'est les Kruger en général. Moi je suis très méchant, c'est pour ça. Donc, bon. demander ce qui était le plus difficile. Moi, j'ai interviewé pas mal de vos collègues et ils m'ont dit que c'est pas que c'est plus difficile, c'est juste que c'est différent entre dessin animé et film d'action, enfin le live. Eh ben ils ont raison, c'est très différent. Ouais. Alors, quand il s'agit d'un dessin animé pour le cinéma, on prend autant de temps que pour un film cinéma. Et donc, on a vraiment une aisance, on a vraiment une plage de travail qui est très agréable et on peut reprendre les phrases. Voilà. Pour te dire, en gros, pour expliquer un petit peu à tout le monde, quand on double une série ou un dessin animé, mais pour la télévision, etc., on fait entre 6 et 8 scènes en 1 heure. Entre 6 et 8 scènes dans l'heure. Ça a l'air rien, mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça va très vite. Quand on est au cinéma, quelquefois, quand les scènes sont très compliquées, on peut rester sur une scène pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure. D'accord. Donc pour doubler un film cinéma, il va falloir 1 semaine, 15 jours, quelquefois 3 semaines quand c'est vraiment très gros.
voire un mois. Je me souviens que alors j'y ai pas participé, mais j'ai plein de potes qui ont participé, pour le Seigneur des Anneaux, ça a mis beaucoup de temps. Et ça a mis d'autant plus beaucoup de temps que sur le plateau, et ça arrive de temps en temps, c'est arrivé sur les Avengers, je crois, on n'avait pas l'image. C'est-à-dire que l'écran est quand les personnages sont de dos, l'écran se noircit totalement. Et dès qu'ils réapparaissent de face, on ne voit soit que leur visage, soit que leur bouche. Pour le Seigneur des Anneaux, je crois, je ne sais pas si je me souviens bien, mais je crois qu'ils n'avaient que leur bouche. C'est-à-dire que ils n'avaient rien de l'action qu'ils avaient autour. Moi, je sais que pour les Avengers, on n'avait que le visage. Donc, quand Star-Lord était en face, parlait, etc., j'avais que le visage. Et c'est épouvantable parce qu'on n'a pas l'action qui est autour. Alors évidemment, quand on entend et des grosses explosions, on dit ok, d'accord. Donc derrière Star-Lord, il y a un petit peu une guerre galactique qui est en train de se jouer. Donc je pense que voilà. Donc on ne peut qu'imaginer. Voilà. Mais c'est très très difficile de doubler qu'avec le visage. On a les expressions, heureusement encore, parce que le plus important en fait, c'est les yeux. C'est-à-dire qu'on ne joue, on ne reproduit la comédie et le texte que grâce aux yeux. C'est les yeux qui parlent. Et il est très important de regarder les yeux des comédiens parce que tout est dans l'œil. Absolument tout est dans l'œil. La bouche, évidemment, au niveau du synchronisme, bien sûr, mais tout est dans l'œil. Et il y avait ce que je voulais dire tout à l'heure, mais je l'ai oublié, puis voilà, je me souviens, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui est la voix d'Al Pacino, voilà, José Luccioni, et José, que j'aime énormément, infiniment, un mec d'un talent absolument incroyable, et grand directeur d'acteurs en plus. José a l'habitude de dire que nous autres comédiens qui faisons du doublage, nous sommes des imitateurs. Et en gros, alors ça peut paraître réducteur, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que c'est très compliqué. Notre fonction, dans le doublage en tout cas particulièrement, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible, non seulement du jeu, mais de l'intonation, mais de la voix de ce que l'on entend à l'écran. Et donc, c'est aussi ça fait partie de l'énorme technique qu'il faut pour faire ce métier, cette branche de métier. Et je crois qu'il a raison, je crois que José a raison. Nous sommes des imitateurs, d'une certaine manière. Et justement, pour être pris, il faut avoir une voix. Pose des questions. Oui, producteur. Quand c'est caché, en fait, c'est surtout pour éviter les fuites, non? Les fuites de scénario. Oui, c'est pour éviter. Exactement. Alors, Le Seigneur des Anneaux, pour le coup, tout le monde a pu lire les bouquins de Tolkien, donc a priori, le scénario, on le connaissait. Donc, c'est pas forcément une question de scénario. Je pense que c'est aussi et surtout une question d'image. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les images puissent apparaître sur le web, etc., etc. Sauf que faut être très honnête, quand on est en plein travail, on n'est pas là avec notre portable ou une caméra cachée pour essayer de filmer les images, d'autant plus que les images sont complètement barrées par le nom de la société, le nom de la production, le nom du machin, enfin, ça serait impossible de sortir ça. Donc quand il y a des copies qui sont volées, faut pas croire, c'est pas chez nous que ça se passe. C'est directement dans les labos de la production outre-Atlantique. Je veux dire que quand il y a du piratage, il vient pas des gens qui travaillent sur le film ici là, il vient des labos là-bas. J'en suis quasiment persuadé. Vraiment. On en avait parlé avec comment il s'appelle, Jean-Louis Faure. C'était pareil. Jean-Louis, tu as reçu Jean-Louis, d'accord, chouette. Je l'avais pas eu en live, je l'avais eu sur une convention. D'accord. Vous êtes le premier que j'ai en live, donc voilà. D'accord. Oui, Jean-Louis, c'était sur la dernière saison de Game of Thrones. Pareil, ils avaient que la tête, quoi, pour éviter toute fuite. Voilà. Voilà, exactement. Je vous avais expliqué. Ouais. Donc, pour en revenir à ma question, tu parlais d'imitateur tout à l'heure. Est-ce qu'il faut avoir... J'ai envie de dire non, parce que entre Chris Pratt, Ed Helms,
chez Marmour, Dwayne Johnson, on n'a pas du tout Ouais. la même voix. Originale, j'entends. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir la, la même voix, du coup? Ben, Bah, c'est-à-dire que le truc, c'est que il faut s'en rapprocher le plus possible. Alors, c'est vrai, tiens, comment il fait, machin. Faut pas déconner, c'est ma voix, bien évidemment, c'est oui, ma oui, non, mais voix. voilà. Mais on la travaille différemment. C'est-à-dire que pour Dwayne Johnson, je vais la prendre plus dans les graves et je vais me concentrer sur mes graves. Et donc, voilà. Et l'ingénieur du son va venir me chercher un peu plus avec son petit bouton, ce qui va me permettre, moi, de rester dans mes graves et d'avoir, voilà. Voilà. Et quand Dwayne Johnson parle, c'est plus dans mes graves. Quand c'est plus Chris Pratt, c'est plus ma voix naturelle à moi, un peu comme chez Marmour. Chez Marmour, de temps en temps, va dans ses graves, mais voilà, mais c'est une voix médium, donc c'est ma voix à moi, j'ai envie de dire, naturelle. Chris Pratt, de temps en temps, part un peu dans les aigus, ça. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, mec? Tu vois, c'est Gamora, tu vois, Groot, Rocket, mais qu'est-ce que tu fous là? Donc ça part un peu plus dans les aigus. Et c'est pareil pour Ed Helms. Ed Helms, c'est une voix assez médium. Puis de temps en temps, quand il crie, mais c'est quoi? Il monte dans les aigus. Donc après, voilà, il se trouve que j'ai cette chance de pouvoir m'adapter relativement facilement. Parce que il y a certains aigus que je n'atteins pas et certains graves que je n'atteins pas, bien évidemment, mais de pouvoir me balader un petit peu comme ça, et ce qui me donne l'occasion justement de faire de doubler des acteurs différents vocalement, et je trouve ça passionnant en fait. Je trouve ça vraiment passionnant. Ça m'aurait un peu embêté au final quand j'y repense. Ça m'aurait un peu embêté de n'avoir qu'une tessiture ou de n'avoir qu'une palette vocale, et le fait de pouvoir jongler comme ça, et ben, moi ça me passionne en fait, et ça participe à l'interprétation, ça participe à, comment je veux dire, au plaisir de jouer et d'interpréter. Voilà. Et par exemple pour le Major, dans Halo, John, le Spartan 117, là c'est encore pire, c'est-à-dire que, enfin pire, je ne sais pas que je descends dans mes graves, c'est-à-dire que dans la vraie vie, j'ai envie de dire, je serais presque inaudible. Tellement je suis obligé de descendre dans mes graves, et tellement l'ingénieur du son est obligé de ce qu'on appelle venir me chercher, venir chercher ma voix au micro. La combinaison des deux, entre mes graves très profonds et le fait que l'ingénieur du son vienne me chercher le plus possible au micro, ça permet, la combinaison des deux permet d'avoir cette voix grave et de rester dans cette voix grave. Mais le Major, il parle comme ça. Il me faut une arme. Et c'est vraiment des graves très très profonds. C'est vraiment le plus profond de ce... Donc je ne peux pas parler fort en fait quand je fais de John, parce que sinon très vite je passerai dans mes aigus et le personnage n'existerait plus quelque part. Donc je suis obligé moi de rester dans mes graves. Mais c'est un vrai travail, c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut se rapprocher du micro, on peut s'éloigner du micro, l'ingénieur du son peut venir nous chercher, ou reculer son... Enfin, c'est vraiment vachement intéressant. Et toutes ces techniques-là permettent justement de reproduire avec le plus de respect possible l'original. Et moi qui suis un perfectionniste, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me rapprocher le plus de l'original. Je suis payé pour ça, on m'engage pour ça. Donc, encore une fois, quand un personnage est dans ses aigus, je fais en sorte, je me démerde. Chris Pratt, Ed Helms, etc., je me démerde pour être dans mes aigus. Je fais ce qu'il faut. Je dis pas que j'ai exactement les mêmes aigus, exactement la même voix, mais en tout cas, je fais ce qu'il faut. Voilà. Je fais en sorte que je suis, encore une fois, engagé pour ça. Et je m'en voudrais si je ne faisais pas ça, quoi. Voilà. Alors, on va parler des choses qui fâchent, entre guillemets. Ah, rapport à chez Marmour. Parlons des... Ah oui. Rapport à chez Marmour, j'ai entendu, parce que je suis quand même l'actualité du doublage et tout ce qui est cinéma, que les comédiens blancs ne pourraient plus doubler d'autres comédiens qui ne sont pas de la même origine ethnique, en fait. Oui, bah, tu peux dire que les comédiens noirs... Moi, oui, non, mais il n'y a pas que les noirs, il y a les Indiens, il y a les... On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Oui, non, mais oui. Oui, alors je pense que c'est
c'est un faux débat, et je pense que ça va faire plus de mal au métier qu'autre chose. Voilà. Je pense que c'est un faux débat. Mais de la même manière que, je sais pas, tu as sûrement dû suivre l'actualité parce que c'est sur Facebook, sur tous les réseaux en ce moment, là, depuis 2-3 jours. Disney qui a décidé que Peter Pan, les Aristochats, etc., fallait plus montrer ça aux enfants parce que ça choquait des ethnies, ou ça choquait l'histoire, ou ça choquait machin, ou c'était raciste. Je veux dire, où va-t-on, quoi? Oui, non, mais on est d'accord. C'est du délire total. D'abord, ce sont des films qui ont été faits à une certaine époque. Voilà. Donc déjà, on pourrait se dire, bon, ben voilà, c'est daté historiquement. C'est daté historiquement. Donc, on peut éventuellement montrer les Aristochats ou Peter Pan en disant à nos enfants, pour ceux qui sont bien pensants et politiquement corrects, parce qu'il faut quand même dire que c'est ça, hein, on peut leur dire très bien, si vraiment on y tient, on peut les prévenir. Attention, ma chérie, attention, mon chéri, le film que tu vas voir, il y a une scène avec des Indiens, etc. Et c'est une minorité, les Indiens, qui a été massacrée au temps de machin par les colons, comment je vais dire, qui venaient d'Irlande et d'Angleterre, qui sont montés sur le Mayflower et qui ont été envahir les grandes plaines des États-Unis, machin. Ok, très bien, on peut leur expliquer l'histoire, mais ça ne les empêche pas de voir le film. Non, on est bien d'accord. On atteint un point du ridicule, voilà. Et pour ce qui est des acteurs blancs doublant des acteurs noirs, il se trouve qu'à un moment donné dans ce métier, il n'y avait pas autant d'acteurs, comment je vais dire, noirs que ça. Voilà, donc il y en a de plus en plus et c'est tant mieux. Et d'une. Donc il a bien fallu à un moment donné, quand il y avait 4 ou 5 acteurs noirs, il a bien fallu, quand il y avait 10 rôles de noirs, il a bien fallu à un moment donné pourvoir à tous les rôles. Donc voilà. Il se trouve que maintenant il y a de plus en plus, et j'ai plein de potes qui sont d'origine africaine, noire africaine, et voilà, et tant mieux, et formidable, et génial. Après, il y a des matchs qui fonctionnent formidablement bien. Emmanuel Jacobi sur Denzel Washington, c'est une évidence. Par exemple, c'est une évidence. Voilà. Mais où est-ce qu'on va aller? Je veux dire, si on pousse le bouchon très loin, et c'est là que ça devient dramatique, parce que là que le ridicule est atteint, comme la tarte du même nom, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des juifs sur des rôles de juifs, on va mettre des trans sur des rôles de trans, on va mettre des musulmans sur des rôles de musulmans, on va mettre des homosexuels sur des rôles d'homosexuels. Et puis après, quand ça sera un homosexuel noir à l'écran, il va falloir trouver un acteur homosexuel noir français pour. Ça devient du délire total. Ça devient du délire total. Vraiment. Donc je trouve que c'est un faux débat qui va nuire énormément à ce métier et à beaucoup de gens. Voilà. Pour être très, très honnête, moi je disais dans un chat là sur Facebook il y a 2 jours, où un copain, un ami, même presque frère, qui s'appelle Boris Rélinger, qui fait Jason Statham, et que j'avais retrouvé avec une joie immense sur le film qu'on a fait il y a 2 ans maintenant, Hobbs & Shaw. Et donc il a effectivement partagé comme quoi Benoît Alman, etc., machin, bon. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose c'est fou cette situation, quoi. Et voilà, j'ai dit ça, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Et j'ai fait la réflexion, je me suis dit moi avec Shemar Moore et Dwayne Johnson, je suis mal. Ouais, non mais c'est ça. Oui, non, mais je suis mal. C'est pour ça que je donc non mais bien sûr, mais tu as raison, mais et bientôt je m'y attends, hein, malheureusement. Et puis c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise, un jour, on va me dire, bon, David, peut-être, ou peut-être pas. Si c'est peut-être pas, bah écoute, tant mieux. Mais si on vient me voir un jour, il est possible qu'on vienne me voir un jour, ou qu'on me téléphone, ou qu'on m'appelle, ou qu'on m'envoie un mail en me disant, tu sais, alors voilà, la communauté, nanana, trouve que sur... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah oui, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, s'ils veulent absolument un comédien d'origine nord-africaine sur Dwayne Johnson ou sur Shemar Moore, puisque la bien-pensance et le politiquement correct règnent dans ce monde de fous, et ben voilà, ok, très bien. Je ne pourrais que laisser ma place. Mais
Voilà. j'avais J'en pas- serais désolé, j'en serais le premier désolé, bien évidemment, mais Mm, parce qu'encore une fois, j'adore bosser sur ces comédiens-là et que je trouve que ça matche bien et que ça fonctionne bien. Maintenant, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? mm. Voilà. Mais je trouve ça ridicule. Oui, effectivement, je trouve ça totalement ridicule. Quand j'avais interviewé Greg Germain, il m'avait dit qu'il avait refusé un rôle de malfrat, et où on lui demandait de faire l'accent africain alors qu'il n'est pas africain du tout. Il est martiniquais, je crois, ou guadeloupéen, je sais plus. Oui, mais ça peu importe. Ça peu importe. En France, il y a une espèce de pudeur depuis 15 Mm, ans maintenant, facilement, 15-20 ans même, une espèce de pudeur des chaînes de télévision qui ne veulent pas qu'on prenne les accents. mm. L'accent, maintenant, quand tu prends l'accent, t'es raciste. Ça C'est ça. devient du grand n'importe quoi. Si je prends l'accent anglais, British, même si je le Mm. prends très mal, est-ce que ça veut dire que je suis raciste envers les Anglais? Si je prends l'accent belge, comme ça veut dire que je suis raciste? Non. Donc si je prends l'accent africain, ou si je prends l'accent asiatique, ou si je prends l'accent, j'en sais rien, australien, Mm. américain, parisien même, est-ce que ça veut dire que je suis raciste envers les Parisiens, envers les... Enfin, on tombe, c'est, moi, ça m'effraie, très sincèrement, Oui, non, hein, mais ça m'effraie beaucoup, ça m'effraie énormément. Je trouve que c'est dramatique. Je trouve que ça veut dire qu'on a perdu l'humour, on peut plus rien faire, et je pense à tous ces comiques qu'on a connus il y a 15, 20, 25, 30 ans, ah bah oui. qui se permettaient de prendre des accents. Aujourd'hui, ils s'en prendraient plein la gueule. Entre La Coluche, gueule. les inconnus à l'époque, parce que les inconnus, le côté Entre accent. Coluche, les inconnus, entre les nuls, Mm. entre Michel Leb Oui, aussi, aussi. entre plein de gens. Mais ça veut dire quoi? C'est au contraire, je pense que quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'imite pas. Voilà. Mm. Vraiment, mais je suis sérieux. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne l'imite pas. Et puis on peut, en plus, on peut tout de suite savoir si l'humour et l'accent que l'on prend et l'humour que l'on a est un humour malsain ou si c'est un Mm. humour, j'allais dire, d'amour et d'empathie. Et tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc tout de suite, quand quelqu'un il fait un sketch avec un truc où il prend un accent, tu vois, africain ou arabe ou je ne sais quoi, et tu sens bien dans le texte, dans sa façon d'interpréter, dans les mots qu'il dit, si c'est à connotation raciste ou pas, tu le sens. Et puis si c'est pas à connotation raciste, mais que c'est juste de l'humour et que c'est juste de l'empathie et de l'amour pour les Africains ou de l'amour pour les Arabes ou de l'amour pour les Anglais ou de l'amour pour les Belges ou de l'amour pour je ne sais Mm. qui, tu te dis bah c'est pas grave, c'est juste qu'un accent, c'est pas grave, ce n'est pas grave, c'est juste un accent, c'est pas grave, voilà. Bientôt, on va en arriver à quelqu'un qui va t'imiter toi ou qui va m'imiter moi, et puis si moi je suis mal luné, je vais dire bah il m'a imité, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, tu fais mais non, voilà, il rigole sur moi, et s'il rigole sur moi, c'est qu'il m'aime. Mm. Enfin, j'ai une partie de lui qui doit m'apprécier quelque part. Enfin, je veux dire, on va pas demander à Gérard, par exemple, de ne plus imiter, je ne sais qui, les politiciens, Mm. Johnny ou je ne sais quoi. Ben voilà. Donc on a le droit d'imiter, on a le droit de prendre les accents. Sauf que il y a une espèce, encore une fois, de bien-pensance et de politiquement correct maintenant qui fait qu'on ne peut plus rien faire. Non, on peut Et plus que, rien faire. bon, mais non, et que tout de suite, il y a telle ou telle association qui font raciste. Ah, tu fais, mais non, non, calmez-vous. Par pitié, calmez-vous. Enfin, c'est surréaliste. C'est C'est ça. Mm. surréaliste. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et voilà, donc... et puis, alors, pour revenir aux accents encore, pour rester sur les accents, il y a une série que moi j'ai vue 2 fois, mais bien évidemment, dont le titre m'échappe tout de suite. Ah putain, cette série très drôle, il y a 12 saisons avec des scientifiques. Big Bang Theory. Voilà, Big Bang Theory. Ce qui est vachement important dans Big Bang Theory, enfin, un des trucs très importants dans Big Bang Theory, c'est que l'Indien a vraiment un accent Mm. indien et que euh, euh, le rôle du juif qui est magnifique en Oui, plus. Et ils Howard. n'arrêtent pas tous les deux de se taquiner. Ouais. Tous les deux, Mm. ils se taquinent tout le temps entre la judéité de l'autre et le fait que l'autre vienne d'Inde et un accent à couper au couteau. Et ils se fracassent la tête en anglais, mais c'est à tomber par terre. Et en français, et c'est là ce que je disais il y a 5 minutes, en français, et pour ne pas prendre le risque qu'une association comme ci, ou qu'une association comme ça, etc., écrive à la chaîne et Mm. se prenne la foudre des...
Ils ont enlevé les accents, ils ont édulcoré les propos qui sont, c'est pas raciste, mais qui sont des taquineries en fait. Ils se taquinent entre encore une fois, entre cette judéité et voilà, et ils se taquinent. C'est juste un amusement entre les deux. Et en français, surtout pas d'accent. Donc ça n'a plus rien. Et il y a beaucoup de blagues dans cette série, et je l'ai revu 2 fois, donc ça m'a vraiment marqué, qui sont justement pile poil sur l'accent. La façon dont le rôle comment je vais dire, de l'Indien, l'hindou, exactement, dit quelquefois certains mots, et il est repris par un de ses copains, parce qu'il justement, il se fout de sa gueule parce qu'il a dit le mot mal, parce qu'il l'a prononcé avec son accent à lui. Ça, et donc en français, terminé, il n'y a plus de blague. Donc c'est ridicule. Honnêtement, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Tout ça, c'est ridicule. Vraiment, pour moi, c'est absolument ridicule. Voilà. Et pardon, j'ai beaucoup parlé, mais parce que ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et je suis très apeuré, en fait. Ce qui me fait parler beaucoup comme ça, c'est la frayeur que ça génère en moi. C'est le fait de se dire qu'on ne peut plus rien faire, plus rien dire, plus rien penser, et en l'occurrence, dans ce métier-là, plus rien interpréter, sans avoir la crainte derrière d'être attaqué par une asso ou une autre, quoi. C'est très lourd, parce que ça comment dire, ça complexifie les rapports entre les humains, alors que ça pourrait être tellement simple et tellement beau et tellement joyeux. Enfin, ça, on est bien d'accord. Voilà, mais oui, je suis. Bref, ça me fait beaucoup de tristesse. Parce que j'aurais du mal à regarder des Simpsons de l'époque sans les accents de Apu et compagnie. Parce que oui, les mais maintenant, tu n'as plus le droit de prendre d'accent. Ah ouais. Tu n'as plus le droit de prendre d'accent. Il y a certaines séries, encore dernièrement, où mon personnage avait, alors je dis pas que je le prends bien, peu importe, mais avait un accent hispanisant, tu vois, il était mexicain, je crois, enfin bref. Et je l'entends en anglais, en américain, et je fais, ouais, putain, quand même, bon, je vais essayer. Et là, tout de suite, le directeur artistique m'a dit, non, pas d'accent. Ouais, d'accord, enfin, le mec est censé pas parler un mot d'anglais quand même, hein, donc il baragouine quelques mots en anglais, donc moi, je vais baragouiner quelques mots en français, et il est censé être vraiment un mec du cru, avoir débarqué et dépassé la frontière il y a 3 jours et demi, et donc, voilà. Et donc, non, il parle hyper bien sans accent. Oui, sans accent. Ok. Et donc, finalement, tu détruis le produit. Ça enlève du sens, oui, quand même, un peu. Ben, tu détruis le produit. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une incohérence dans l'histoire. Et ça, c'est tout à fait regrettable. Parce que on détruit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois à créer un scénario, qui ont cherché pendant des mois une production, qui ont fait pendant des semaines des castings, qui ont tourné pendant des semaines. Donc c'est du travail sur 2, 3, 4, 5 ans quelquefois. 5 ans quelquefois pour arriver à un projet. Et nous ici, tout à coup, on dit non, on va pas respecter le produit. Tu fais comment? Quoi? Attendez, on va édulcorer un produit qui a mis autant de temps pour être fait. Mais on est qui? On est qui? Comment on peut se permettre comment je veux dire, de ne pas respecter une œuvre? Comment c'est possible? Bah ça, je comprends pas. Et ça me fâche beaucoup. Je dois dire, ça me fâche beaucoup. Là, je reste un petit peu calme, mais ça me fâche beaucoup. Je ne supporte pas qu'on détruise l'œuvre de quelqu'un. Je ne supporte pas. Voilà, j'aime pas. D'ailleurs, on avait une question au sujet juste avant. Oui. C'est Y qui l'a posé. Est-ce que les acteurs que vous doublez ont le droit de regard sur votre travail, justement? On en revient justement à ça, cette histoire d'accent aussi, du coup. Je crois qu'ils s'en foutent, en fait. Ouais.
Je crois qu'ils s'en foutent. Enfin, quand je dis qu'ils s'en foutent, c'est pas méchant. Hein, je Oui, suis oui, non, pas. mais oui, Mais je veux dire, ils ont d'autres chats à fouetter. C'est-à-dire que quand on est un acteur, je vais prendre Chris Pratt par exemple, oui. voilà, ou Dwayne Johnson, peu importe, et qu'on a d'abord on a fait le tournage. Après, il y a toutes les interviews, les machins, les trucs. Ils vont de ville en ville pour présenter le film, pour faire les premiers visionnages, les machins. Ils ont toute la presse à télévision qui leur. Je veux dire, ils se foutent de savoir que ça a été doublé en allemand, en espagnol, en italien, en grec, en chinois. Ils vont pas à chaque fois savoir qui m'a doublé, comment ça se passe. Et voilà. Je sais qu'il y a certains acteurs. Chez Marmont d'ailleurs m'avait envoyé un petit film. Il avait envoyé un petit film à toute l'équipe pour nous remercier justement du super travail qu'on avait fait sur. Donc je pense, j'espère, j'imagine qu'il a peut-être vu quelques extraits de scène qu'on avait doublés. Voilà. Après, j'ai jamais eu de retour, moi, d'aucun comédien, bien évidemment, parce qu'encore une fois, ils ont autre chose à faire, ils ont leur vie, ils ont plein de tournages, et voilà, ils sont. Vous en avez rencontré, non? Voilà. Non. Non, j'ai failli rencontrer. J'ai une amie qui s'occupe un petit peu de gérer les conventions, les comédiens, etc., tout ça, Emmanuel, et qui un jour m'a dit le personnage que je faisais dans Arrow, qui s'appelle Deathstroke. Ah oui. Et lui, le nom du comédien, tout à coup, ça m'échappe. Deathstroke. Si tu le Manu trouves, Bennett. tu vois qui c'est? Manu Je Bennett. n'arrive pas à retrouver le. C'est Manu Bennett. Manu Bennett, merci. Et voilà, merci. Et Manu Bennett est venu, je crois, à un Paris Manga, il me semble. Oui, je crois, il y a 3-4 ans. Et elle m'avait dit, oh là là, où est-ce que t'es? Est-ce que tu peux venir? Il y a Manu Bennett qui est là et tout ça. Viens. Et je lui ai dit, je suis désolé, je suis chez moi, je suis à Lille, je suis dans le Nord, puis j'ai prévu des trucs, je peux vraiment pas passer, quoi. Mais sinon, non. Ça me ferait bien plaisir. Alors j'aurais l'air d'une allumette à côté de Dwayne Johnson, ça serait très rigolo. Ah, mais déjà, pour le coup, j'adorerais Manu rencontrer Dwayne Johnson parce que. À côté de Manu Bennett, je suis une gaufrette. De quoi? Déjà, moi, à côté de Manu Bennett, je suis une gaufrette. Pour l'avoir rencontré à Toulouse, au Toulouse Game D'accord, Show. donc moi j'aurais l'air d'une brindille. Et alors, parce que vraiment je suis épais comme un sandwich SNCF, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Et alors pour à côté de Dwayne Johnson, alors là ça serait absolument ridicule. Mais ça serait marrant. Et alors le truc c'est que quand le deuxième Jumanji là, est sorti, il y a 1 an et demi maintenant, j'ai fait une interview à Énergie, mais pas Énergie nationale, sur une des branches d'énergie c'était où? C'était à Compiègne, je crois. Et le même jour que je faisais l'interview pour Énergie Compiègne, Dwayne Johnson était à Énergie à Paris. Et je me suis dit, merde, c'est con. Si on avait pu faire le rapprochement, ça aurait été sympa. Mais bon, ça s'est jamais fait. Donc voilà. Ça viendra peut-être un jour. Oui, certainement, oui. D'ailleurs, on pose la question, est-ce qu'on vous fait toujours passer des... On n'est pas... Attends, vas-y, dis-moi. Est-ce qu'on vous fait toujours passer des castings pour Chris Pratt ou Dwayne Johnson, justement? Alors, pour Dwayne Johnson, non. Pour Chris Pratt, il s'est passé un truc, c'est que la première fois que j'ai doublé Chris Pratt, c'était donc sur les Gardiens de la Galaxie. Et donc, je suis arrivé, et pour l'anecdote aussi, c'est assez rigolo. Je suis arrivé, et le directeur artistique, la première chose le premier personnage sur lequel il me fait passer un essai. Donc moi, je connaissais pas du tout l'univers, voilà, mais absolument pas du tout l'univers. Mais je sentais que c'était un film important, vu les images, et c'était sur Rocket. Et c'est la scène où Rocket est près de la fontaine avec Groot, et qui regarde sur son petit panneau en verre, là, sur son petit iPad futuriste, et qu'il cherche des clients, etc., pour savoir combien s'ils sont cherchés, combien il va. Voilà. Début, Et j'ai fait cet essai là-dessus. Voilà, j'ai fait cet essai là-dessus. Et je trouvais ça rigolo de faire un essai sur une petite boule de poil. Et très sincèrement, ça fonctionnait. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, maintenant que tu as fait un essai là-dessus, tu vas faire un essai sur le personnage, justement, qu'on voit là-haut, qui s'appelle, alors il regarde ses fiches, Star-Lord. Je fais, ok, d'accord. Et donc, je fais un essai sur Chris Pratt. 15 jours après, j'ai la réponse, David, tu es retenu. Et là, j'attendais. C'était sur un texto, j'attendais, et je lis, machin. Je suis retenu sur Star-Lord. Ok, bon, la petite boule de poil, ça sera pas moi. Donc, je ne ferai pas Rocket. Ok, très bien. Le film se fait avec le succès qu'on sait. Et 1 an plus tard,
sort Jurassic World. Et là aussi, il y a une anecdote assez intéressante, pour moi en tout cas. C'est que donc il y a une autre directrice artistique qui m'appelle et qui me dit « Ouais, David, t'as déjà doublé le comédien, c'est pour un long métrage, etc., avec les dinosaures, etc. » machin. Donc je vais voir un petit peu, j'avais entendu un peu parler de Jurassic World, et putain, je tombe sur Chris Pratt, sur Internet, machin, je fais « Ah là 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 ». Et je vais à l'essai. Et là, la directrice artistique me dit « Bon voilà, si jamais on va enregistrer le film annonce, si tu es retenu, on gardera l'enregistrement que tu as fait, et puis on fera le film après. Et si tu n'es pas retenu, tu n'es pas retenu. » Ok, très bien. Et j'avais déjà vu, dans Les Gardiens, que j'adorais travailler sur faire le match avec Chris Pratt. J'avais adoré Les Gardiens. Je m'étais amusé, vraiment, c'était génial. Et donc là, ça a été un challenge très très gros pour moi. Je me suis mis devant le micro et j'ai dit à la directrice artistique, écoute, c'est pas difficile, on va enregistrer phrase par phrase. J'ai pas envie de faire tout le film annonce et d'enchaîner les phrases comme ça. Non, non. Je voudrais qu'on enregistre phrase par phrase et je vais les réécouter 2, 3 ou 4 fois si nécessaire avant d'enregistrer une phrase. Parce que je veux coller le plus possible pour me garantir le plus de chances de retrouver Chris Pratt sur Jurassic World. Et j'ai enregistré, il n'y a pas beaucoup, il y avait 6-7 phrases. J'ai enregistré les 6-7 phrases, une par une, en écoutant, mais hyper attentivement. Je peux te dire que j'étais tendu à l'intérieur, j'étais très 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 tendu, mais je voulais enregistrer une phrase. Et il se trouve que voilà, j'ai été retenu pour les essais sur Jurassic World et voilà, s'en sont suivis les 7 mercenaires, et puis Jurassic 1, et puis Passengers, et puis voilà. Il y a un film que j'ai regretté de ne pas faire avec Chris Pratt, mais je ne sais pas qui l'a fait, et ça m'a beaucoup emmerdé. C'est un film qui s'appelle The Kid, ou un truc comme ça, c'est un western. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et j'ai beaucoup regretté de ne pas le faire. On n'a pas entendu le titre. Il y a ta caméra qui a... Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on réponde un petit peu? Est-ce qu'il y aurait des anecdotes sur ces films? Il y en a plein des anecdotes sur les films. J'en ai dit pas mal déjà. Oui. C'est pour ça que pour éviter les plaintes des associations, ils veulent mettre par exemple des Espagnols pour doubler des Mexicains. Ouais, c'est ce qu'on disait. Pour éviter justement qu'on dise des racistes. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais... je vais pas dire ce que je dis tout à l'heure, mais les accusations de racisme maintenant, je veux dire, tu prends ta tasse, c'est limite, et tu dis, oh regardez ma tasse, elle est noire, tu fais, oh raciste, non attendez, c'est juste une couleur, donc tu peux plus rien dire maintenant, c'est assez pénible. Voilà. Oh mon briquet il est blanc, oh raciste, c'est très très dur, honnêtement c'est très très dur. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des anecdotes sur ces films? J'en ai raconté plein, oui. Sur Very Bad Trip, sur les Gardiens, sur Jurassic World 2, j'ai à la fin, la dernière image, quand on voit qu'ils libèrent les animaux dans la nature, mais dans la nature, j'allais dire chez les civils, chez tout le monde, ils sont plus encerclés, machin. Je me dis, j'espère que les auteurs et les Jurassic World 3 vont assurer, parce que là, il y a une ouverture sur le monde absolument incroyable, et ça promet un Jurassic World 3 absolument somptueux. S'ils se plantent pas, qu'ils font un bon scénario, ça peut être magnifique. Les animaux sont lâchés chez nous, là, dans nos rues. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça offre une possibilité scénaristique absolument fabuleuse. Absolument fabuleuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Oscar? Excusez-moi, parce qu'on est peut-être allé, je ne sais pas... Non, il n'y en a pas eu. Ici, il y a Chatard qui pose... Bon. Est-ce qu'en tant que voix française d'un acteur américain, on n'est pas trop dans le... Si, on est tous des comédiens de l'ombre, effectivement, les uns les autres. Si, c'est clair. Ah, tu m'en sens encore ou pas? Oui, tu m'en sens. Ouais. On est des comédiens de l'ombre, ça c'est clair. Mais, tu sais, il n'y a pas de petite place. Moi, je suis très heureux, j'aurais été très heureux de tourner plus, de faire plus de cinéma ou de télévision, oui, mais c'est aussi ma faute, c'est-à-dire que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour rencontrer les gens qu'il fallait, pour passer les castings qu'il fallait, je me suis pas autant battu que j'aurais peut-être dû le faire, peu importe.
je suis très heureux d'être un comédien de l'ombre. Je mets des guillemets, hein, Oui, oui. parce que déjà je fais mon métier de comédien et puis je prends autant de plaisir. Vraiment. Voilà, la notoriété. Ma grand-mère disait à propos de la beauté, la beauté ne se mange pas en salade. Moi, je pense que la notoriété, c'est pareil, quoi. C'est pas, c'est, c'est un plus. Donc si ça arrive, tant mieux, tant pis. Je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens qui sont très connus, c'est pas facile forcément non plus pour eux d'avoir une vie un peu plus simple. Moi, je peux me balader dans la rue sans qu'on m'emmerde, quoi. Donc, et sans qu'on vienne me poser 10 fois ou 50 fois par jour un autographe, etc. Ce que je fais quand ça arrive aux conventions, par exemple, je le fais bien évidemment avec toute la joie qui est la mienne, bien évidemment. Mais quand il faut avoir des gardes du corps et des vitres teintées dans une bagnole et qu'on peut pas aller chercher sa baguette au coin de la rue, je sais pas si on est beaucoup plus heureux, hein, finalement. Oui, c'est sûr. Je sais pas. Je me pose tu vois, je veux dire, à un moment donné. Bon, On vous a jamais interpellé voilà. dans la rue par rapport à votre voix, justement? Parce que je pense que si, par exemple, Alors, Emmanuel Carsen parlait à côté de dans moi, la rue, non, parce que. je, je, je Ouais. tilterais direct, quoi. Ouais. Non, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais pas plus que ça. Des gens qui, mais dans une situation toute banale, quoi, tu vois, à la caisse d'un magasin, et voilà, et tu dis, bah, merci, combien je vous dois, je peux vous payer par 4. Enfin, bref, tout ce qu'on peut dire dans un magasin, et t'as la personne qui fait, excusez-moi, vous... Donc ça, c'est rigolo. Et là, tu fais, oui, effectivement, alors je les explique, je fais ça, voilà, c'est mon métier, tout ça, voilà. Mais c'est parce que les gens, soit sont des très grands cinéphiles, soit, et qui regardent tout en français déjà, en plus, parce que, aussi, voilà, moi je regarde tout en VO, par exemple. Soit parce qu'ils sont des grands gamers, par exemple, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup à beaucoup de jeux vidéo, que ce soit Destiny, ou que ce soit Halo, ou que ce soit Call of Duty. J'ai participé à tous les Call of Duty, de toute façon, depuis la création de Call of, depuis 20 ans. J'ai toujours eu un rôle sur les Call of, j'en ai encore fait il y a 10 jours. Donc il y a des gens voilà, qui sont férus de tout ça et qui savent exactement... qui reconnaissent, ouais, mais globalement, non, les gens s'en foutent, et ils ont raison de s'en foutre. Je ne suis rien, je fais pas un métier vital pour la planète, qu'on soit bien d'accord. J'ai aucune prétention, je suis comédien, et je fais mon métier. Bah, c'est vital pour moi, hein, parce que les films en VO, c'est pas... Non, je veux dire, voilà, en tout cas, moi, personnellement, j'ai aucune prétention à changer le monde, en tout cas pas avec mon métier, avec d'autres actions que je peux avoir dans ma vie. Oui, pas de là à changer le monde, en tant que photographe, par exemple. Ça aide Voilà, non, je veux dire, c'est pas quelque chose de vital pour l'humanité, en fait, le doublage. Donc, faut remettre un petit peu à l'heure, et puis faut un peu temporiser la chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est de ce point de vue-là que je dis ça. Donc voilà, moi, avec mes photos, par exemple, j'essaye de faire passer des messages, mais c'est mes photos, mais c'est une autre, c'est autre chose encore. En tant que comédien, voilà, je ne suis que comédien, ça va, on se calme. Tu vois, j'ai des problèmes de santé comme tout le monde, je me lave comme tout le monde, je vais aux toilettes comme tout le monde, je vais en vacances comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. J'ai rien de spécial, tu vois. J'ai juste quelque chose, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Mais voilà, je suis pas un être exceptionnel, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors attends, ce qu'on va faire. Voilà. Est-ce que mes amis Saïd et je. Il y a de plus en plus de décalage. De quoi? Il y a de plus en plus de décalage entre ta voix et l'image. Donc j'ai coupé la conversation et je vais la relancer aussitôt. Hein. D'accord. Hop. Désolé, mais c'est que là ça se décalait trop. J'ai perdu Discord. Hop. Donc là normalement c'est bon. Tu m'entends? Ouais. Voilà. Donc là, ouais, je t'entends. Je ne suis plus l'image, étrangement, mais voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que les gens m'entendent? Oui. Saïd est là. Ouais, génial. Super. Oh, Balout. Ça, c'est Élise. Élise, c'est toi? Tu es là? Balout, c'est Élise. Johan, oui. Et moi aussi. Donc vous êtes tous les trois là. Saïd, Johan et merci Élise. à vous d'ailleurs d'être là. Trois personnes que j'aime infiniment. Voilà. Je vous aime, les amis. Voilà. Et je vous remercie d'être présent. Il y a une question qui a été posée qui est intéressante. Vas-y. Est-ce qu'il y a des écoles de
est-ce qu'il y a des écoles pour rapport à la voix? Alors oui, il y a des écoles qui se sont montées, effectivement, qui permettent de travailler par rapport au micro, qui permettent comment je veux dire, de travailler, oui, d'apprendre à comment gérer un micro. Attends, je vérifie si j'ai encore un peu de batterie sur, oui, c'est bon, sur mon oreillette, tout va bien. Qui permet de travailler au micro, d'appréhender le micro. Bah, toi, j'ai un micro qui est là, de savoir si on s'en approche, si on s'en éloigne, comment travailler sa voix, etc. Tout ça. Oui, il y a des écoles. Mais encore une fois, avant de s'attaquer à ces écoles-là, je vous en supplie, si effectivement vous avez envie de rentrer dans cette branche du métier, pourquoi pas, de faire de la radio, tout ce qu'on peut faire avec la voix. D'abord, s'il vous plaît, travaillez l'art du comédien, travaillez l'art dramatique et allez dans une école de théâtre. Et voilà. Mais attention, encore une fois, ce que je disais au début de cette interview, c'est que c'est un sacerdoce, c'est un choix de vie. On dit pas ça, je vais faire ça en dilettante. De temps en temps, quand j'aurai un petit truc, je vais pouvoir gagner un peu d'argent par-ci, un peu d'argent par-là, etc. Puis je ferai ça 5-6 fois. Non. Quand on choisit cette branche-là, comme n'importe quelle branche d'ailleurs, on la choisit. Sauf qu'après, c'est une vie. Ça engage une vie entière. Moi, ça fait 34 ans que je suis comédien. Donc, je me suis vraiment engagé dans cette voie-là. Mon amie Élise qui est là, son mec, il a une boîte qui loue du matériel, des costumes, des voitures de flics, des armes, des machins, etc. Dans l'est de la France, à Strasbourg. Voilà, il a mis sa vie dedans, son argent dedans, il est complètement dévoué à ça. Il va pas, je pense pas à Mike, hein. Il va pas aller un jour dire tiens je vais aller travailler un peu dans une boulangerie pendant 24 heures. Oh bah tiens non je ferais bien avocat. Tiens. Voilà, non, on choisit un métier et on s'y donne à fond et on le fait à fond. Et comédien c'est comme boulanger ou avocat, je veux dire comme n'importe quel métier. Quand on choisit une voie, on y reste. Sauf que c'est une voie qui est absolument passionnante mais qui est très compliquée, très 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 compliquée. Ça pour le coup c'est vrai. La première vue, j'ai dit. Voilà, en gros. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Je pense, oui. Et moi aussi, je ne suis pas sûr. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce qui est mignon? Ça y est, je ne suis pas sûr. Pourquoi oh, c'est mignon? Bon, c'est quand vous avez dit que vous les aimez. Oui, je sais pas. Mais je vois pas ce qui est mignon. N'importe quoi. Enfin bref. Voilà. D'autres questions peut-être? Je ne sais pas. Donc, pour les acteurs où vous avez l'habitude d'être dessus, en fait. Enfin, l'habitude. Ouais. Qui ont, entre guillemets, vous sont, on va pas dire réservés parce que c'est pas le cas. Non, parce que ça n'existe pas. Voilà. Pourquoi, justement, par moment, on enlève un comédien de doublage pour en mettre un autre? Alors, soit c'est comme dans le cas... il peut y avoir plein de raisons. Ouais. Si les deux sont dans le même film, forcément. Ce que je vous souhaite pas. Alors, il peut y avoir cette chose-là. Je sais que dans un des films dernièrement sur les Avengers, il y avait Star-Lord et il y avait un personnage un comédien que j'avais déjà doublé aussi dans Captain America. Et qui est venu 2 fois dans Captain America, qui est un méchant, et qui se fait, dans le deuxième, qui se fait défoncer par Captain America. Voilà. Et en fait, comme c'était un flashback, justement, les Avengers, le dernier, un des derniers, on voyait ce personnage qui revenait. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, et Alexis Victor aussi d'ailleurs, lui aussi avait 2 personnages à faire. Il y avait Rocket, je crois, puis il avait, je ne sais plus qui d'autre. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de texte et que les personnages ne se parlent pas, ce qui était le cas là, j'ai pris le personnage méchant dans mes graves et je suis descendu et j'ai travaillé dans mes graves. Et j'ai pris Star-Lord un peu plus léger et comme ils sont pas ensemble et pas dans les même scène, il y en a un qui est à bout du film et l'autre machin, ça passe. Alors effectivement, quelquefois, quand 2 comédiens, c'est ma hantise, hein. Par exemple, que Chris Pratt et Dwayne Johnson se retrouvent dans un film, là, je serais très emmerdé. Bah oui, c'est parce que je vous le souhaite pas, mais... Voilà, donc voilà, je crois, je suis même quasiment sûr que je choisis, si j'avais malheureusement ce choix à faire, je pense que je choisirais Chris Pratt. Voilà. À regret, parce que j'adore encore une fois Dwayne Johnson, qui est un grand comédien. C'est vraiment un mec formidable.
Voilà. Donc il peut y avoir ça, et puis il y avoir quelquefois aussi une production qui ne veut pas de tel comédien. Qui dit non, non, moi, ce rôle-là, je trouve que c'est pas lui ou c'est pas elle, on va mettre quelqu'un d'autre, on va faire des essais. Ah, bah là, on peut rien décider, là, c'est la production, c'est les Américains qui décident qu'il faut changer les doigts, bah là, on peut rien faire. Quelquefois aussi, il peut y avoir certains acteurs français, ça arrive, hein, qui demandent un peu plus d'argent que la normale de ce qu'on est payé. Et puis, on leur dit, bah non, tu n'auras pas cet argent-là, bah il faut, bah ok, bah je le fais pas, bah ok, bah tu le fais pas. Bon, ça peut arriver. Et puis, quelquefois, on leur accorde leur argent, donc voilà. Il peut y avoir plein de raisons. Voilà, c'est pour ça, entre autres, que la série, les 2 dernières années de la série Friends, les voix ont changé, d'ailleurs. Oui. Voilà, c'est parce que les comédiens français qui pendant 8 ans, 9 ans, 8 ans je crois, ont vu la série, qui était mondialement connue, les acteurs américains qui étaient hyper bien payés, ça faisait le tour de... Ça se vendait par cassette, par millions, c'était la série phare. Et à un moment donné, et de manière, je trouve, moi, totalement légitime, les comédiens français ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu plus payé, vu le succès de la série, et vu qu'on participe au succès quand même en version française, parce que c'est entendu en Suisse, en France, en Belgique, au Québec, machin, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu... Et on leur a dit non, et sinon vous êtes remplacés, ils auraient été remplacés. Bon, c'est comme ça, ça arrive. Donc il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles ça se fait, mais voilà. Mais c'est le plus souvent, quand ça arrive, c'est parce que la production décide de changer la voix. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose passer sur les réseaux, comme quoi pour, vu que vous en faites partie, pour c'est Lego Gardien de la Galaxie, ou un jeu Gardien de la Galaxie, je sais plus. Ils veulent pas prendre Oui, les voix du et je l'ai film. pas fait. D'accord. Je l'ai pas fait. Là, on est en train de se battre, nous, pour un jeu, donc Ouais, c'est ce que j'ai vu passer, c'est pour ça. T'as vu passer une pétition, peut-être? Oui. D'accord. Donc voilà, on est en train de se battre. Je ne peux pas dire, moi, en tout cas, je ne peux pas dire pourquoi, et voilà. Oui, non, mais Et je ne peux pas en parler. Non, mais je veux dire, moi, je peux pas le faire. Toi, si tu veux en parler, tu en parles, mais moi, je me réserve de le faire. On est en train d'essayer de se défendre sur un produit, sur un label, sur un truc bien spécifique. Et voilà, j'espère qu'on aura gain de cause. Il y avait une question, excuse-moi, je l'ai vu là. Est-ce qu'il aurait aimé faire les films de Bruce Willis comme dans Die Hard? Oui, j'aurais adoré participer, voilà, surtout avec mon ami Patrick, qui nous a quittés il y a quelques temps, qui me manque beaucoup. Patrick, voilà, c'était un mec exceptionnel. Et j'ai bossé avec Patrick, la dernière fois que j'ai bossé avec lui, ça remonte maintenant, c'était dans un G.I. Joe. Oui. G.I. Joe Conspiration, je crois. Et il y avait Bruce Willis. Oui, c'est ça, ouais. Et il y a Bruce Willis était dedans, et on a enregistré 2-3 scènes ensemble, et c'était un bonheur de bosser avec Patrick. Et c'est quelqu'un qui me manque finiment. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec lui et Marc Alphonse aussi, qui était un mec avec un talent infini, qui a doublé dans Gladiator, tu sais, qui faisait... oh, ça y est, son nom m'échappe, dans Gladiator, son rôle principal. Ah, le rôle principal, on connaît que lui. Oui, j'ai mangé son nom. Colin Farrell. Voilà. Non, pas du tout. Non, c'est pas Colin Farrell. Non, dans Gladiator. Non, peu importe. Bref, et Marc est mort maintenant il y a 7-8 ans. Et c'est lui qui l'avait doublé dedans, il était absolument phénoménal, et c'est lui aussi qui avait fait Les Indestructibles, le rôle du père dans Les Indestructibles, et Marc Alphonse, et il était absolument génial. Voilà, donc c'est les gens, Patrick Flersheim, Marc Alphonse, Patrick Poivet, Russell Crowe, ils sont partis, ces gens-là, ces dernières années, là. Odile Schmidt aussi. Russell Crowe, oui, tout à fait, merci beaucoup, Russell Crowe. Et voilà, ces gens-là me manquent infiniment. Bon, disons, ça fait 1h30, mon beau, on discute là. Il y a une dernière question, si possible. Une dernière question. Après, je vais aller. Je vais aller manger. Un rôle que tu aurais voulu faire et que tu n'as pas pu faire parce que c'est pas toi la voix ou.
un personnage ou un rôle que j'aurais bien voulu faire. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, Michael Shannon dans Mm. Man of Steel. C'est ça, bah, Oui, oui, Man of oui, Steel, ouais. Man of Steel. Ouais, j'aurais bien voulu conserver Michael Shannon voilà, sur ce film-là. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé faire? Dans mes rêves les plus fous, mais c'est pas du tout pour moi vocalement, énergétiquement, c'est ce que je disais au début de l'interview. Euh, j'aurais adoré vocalement pouvoir correspondre à un James Bond. Mm. Ça, j'aurais adoré. D'accord. Ça m'aurait fait kiffer. Voilà, ça m'aurait bien plu. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. On peut pas tout faire. Mais, voilà. On peut pas tout faire. Et comme le demande Donc, Dimon, justement, et il y a quelque chose que tu avais fait et que tu n'aurais pas voulu faire du tout? ah, euh, non, non, sincèrement, non. Je crois que quand j'ai débuté, il y a 34 ans, mais alors pour le coup, je vous jure que c'est vrai, je ne saurais pas dire quelle série c'était, quel nom ça avait. Mais j'ai participé sur quelques épisodes à une série, tu sais, genre une série brésilienne Ouais, qui les est très soaps, très ouais. mauvaise. Mm. Tu sais, comment ça Les s'appelle novellas, ouais. c'est un Ouais. nom. Voilà, les novellas, voilà, les trucs à l'eau de rose, machin. Et, et je crois que j'en garde pas un souvenir plus épatant que ça. Et non, mais globalement non, parce que je prends du plaisir dans tout mon travail en fait. Vraiment, je prends vraiment plaisir à faire tout ce que je fais parce que je fais plein de choses différentes, plein d'histoires différentes, plein de caractères différents, plein de personnages différents, plein d'univers différents. Et tout le monde ne peut pas dire dans sa vie qu'il a été même si c'est par le biais de son métier, mais qu'il a été super-héros, puis en même temps qu'il a été un flic pourri, et puis en même temps qu'il a été une vache dans un dessin animé, Mm. parce que je doublais la vache dans le dessin animé Cléo et Chico, par exemple, et puis en même temps qu'il a été un assassin ou un violeur ou un ours. J'ai été un ours dernièrement dans un film, comment ça s'appelait merde, je sais plus. Voilà, donc c'est génial de pouvoir faire tout ça, d'être un contrebandier, d'être un vendeur de drogue, d'être euh, un avocat, un papa. Enfin, c'est extraordinaire. C'est un pied phénoménal de pouvoir jouer tout ça et interpréter tout ça. C'est vraiment un pied, un plaisir absolument incroyable. Je suis euh, très gâté euh, Mm. par, par la vie. Vraiment, je suis très gâté par la vie, par ce métier. On peut toujours en faire plus, et puis on peut en faire moins aussi. Et je ne regrette absolument rien. Euh, euh, c'est trop du bonheur, quoi, de faire ce métier. C'est trop du bonheur. Euh, pouvoir changer de peau et rentrer dans un studio et puis tout à coup faire un super-héros ou un méchant, quoi. Et c'est voilà, si on a des choses dans notre vie normale, j'ai envie de dire, qui nous énervent, et que le même jour on fait un rôle de super méchant qui crie et qui engueule tout le monde, ben, toute l'énergie mauvaise qu'on avait en nous, qui se passait mal en nous parce que on avait reçu nos impôts, je dis une connerie, ou que on s'était engueulé avec un super ami, etc. Ben, toute cette énergie mauvaise, on peut l'utiliser et puis la dégager de notre Mm. corps en se mettant au micro et en criant parce que on est un méchant très méchant. Ben, voilà. Et puis on ressort du studio, on a évacué toutes les mauvaises ondes qui étaient en nous parce le rôle qu'on a interprété nous a permis, voilà. Puis quand on va pas bien, par exemple, et puis qu'on nous dit, bah tiens, tu vas venir doubler Chris Pratt, et puis tout à coup le film est à se tordre de rire, ou Very Bad Trip, et ben ça permet de rire, de décompresser, d'exploser, puis on sort du studio et on est heureux, et alors qu'on est arrivé le matin en ayant tous les soucis de la terre sur la tête. Donc vraiment, je suis très reconnaissant à la vie que j'ai et que j'ai eue et que j'aurai encore, j'espère,
nombreuses années, parce que c'est un exutoire aussi quelque part. Donc, de ce point de vue-là, c'est très passionnant. Et puis, il y a plein de gens qui sont formidables dans ce métier. Vraiment. Je rencontre des gens, à chaque fois que je bosse, qui sont des amours, quoi. Avec qui c'est agréable de bosser. Alors là, ces derniers temps, malheureusement, à cause de cette crise de crotte, on travaille tout seul en studio avec juste le directeur artistique et l'ingénieur du son. Donc, on n'est plus jamais 2 ou 3 au micro. Ça, c'est très, 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 très dommage. Donc, on enregistre toutes nos scènes tout seul. Voilà. Mais quand on peut enregistrer ensemble, c'est génial. On se fend la poire. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je suis très, très, très privilégié. Hein, je m'en rends compte tous les jours. Je suis très privilégié. Je qui fait gagner un peu d'argent. J'ai une vie agréable. Je veux dire, si je me plaignais de quoi que ce soit ou si je disais « Oh merde, je regrette », non, je regrette rien du tout. Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Voilà. J'espère que j'ai répondu à plein de choses, aux questions des gens, et j'espère que ça vous a plu les uns les autres. Et je te remercie en tout cas, Sébastien, Mais c'est moi qui vous remercie de cette d'avoir interview. accepté. Parce que voilà. tout le monde ne le fait pas, donc... Oui, mais bon. Voilà. Je trouve ça sympathique, en fait. C'est une rencontre avec les gens, et je trouve ça sympathique. C'est ça. Donc voilà. J'espère vous rencontrer en convention bientôt les uns les autres, et toi aussi, Sébastien. Reprendre. Les deux amis que j'ai ce soir, dont je parle pas d'Élise qui elle travaille avec son mec, mais Johan et Saïd. Johan est le président d'une association et c'est comme ça que je les ai connus d'ailleurs il y a 3-4 ans maintenant, qui dans l'Est de la France monte une convention qui s'appelle la SF Connexion. SF Connexion. La SF Connexion. SF Connexion. Il y a 2 ans, j'ai dirigé un film, réalisé un film pour la SF Connexion. Mon fils d'ailleurs, qui est chef opérateur et réalisateur, a tenu la caméra, donc ça c'était vachement agréable. Et j'avais Saïd qui m'assistait, et heureusement qu'il était là. Et cette année, c'est Saïd qui a fait un très 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 beau film pour la SF Connexion. J'ai posé une petite voix dessus à la fin, et voilà, donc le film n'est pas fini d'être monté. En plus, on n'est pas encore sûr à cause de cette crise sanitaire d'exactement quand aura lieu la SF Connexion, mais ça va faire le tour, et puis dès que le film sera visible, moi je le partagerai sur ma page Facebook et sur les réseaux, et voilà. Mais voilà, la SF Connexion, c'est une super convention. S'il y a vraiment, rien, c'est le fun total. Il n'y a pas de souci. Donc, écoute, j'espère que Joanne et Saïd m'entendent toujours. Ils ont maintenant tes coordonnées, ta page Twitch, etc. Tout ça. Donc, ils pourront t'envoyer effectivement le film et le lien et tout ça dès qu'ils l'auront, hein, les garçons, si vous m'entendez encore. Sinon, j'en reparlerai. Il n'y a pas de problème. Sinon, voilà, j'en reparlerai, t'inquiète pas, s'ils sont partis. Mais voilà, vraiment. Voilà, vraiment. Voilà. Donc j'espère vous rencontrer les uns les autres dans des conventions. Moi aussi. Et puis qu'on se croisera, toi et moi, très vite, Sébastien. Voilà. J'espère que ça... En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, bonne fin de week-end. Bonne soirée, Sébastien. Merci. Tu m'entends toujours ? Oui, je vous entends toujours. Ouais, tu m'entends toujours. Et puis, je te laisse appuyer sur les boutons pour que ça s'arrête. Ça marche, il n'y a pas de souci. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt, c'est moi qui te remercie. Merci. Ciao, bonne fin de soirée.